Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTO. Bonsoir Philippine. Bonsoir David. Le gouvernement a lancé un vaste processus de consultation nationale dans la perspective de la révision des lois de bioéthique en 2010. KTO vous a déjà proposé plusieurs rendez-vous sur ce sujet. Un débat en novembre dernier, c'était à Lourdes sur le groupe de travail initié par les évêques et conduit par Monseigneur Dornelas, archevêque de Rennes, et l'excellent film de Caroline Puig-Grenotier et du père Thierry Magnin intitulé La vie en question, la bioéthique au regard de l'évangile notamment. Nouveau rendez-vous ce soir avec nos invités, la bioéthique, parlons-en. Et avec nous, pour en parler autour de cette table, Monseigneur Michel Aupetit. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir. Vous êtes vicaire général du diocèse de Paris et vous êtes médecin de formation et particulièrement impliqué dans ces réflexions qu'on mène au sein de l'Église sur les questions bioéthiques. En face de vous, monsieur le sénateur Claude Hurier. Bonsoir, monsieur le sénateur. Vous êtes ancien sénateur centriste. Vous êtes vous aussi médecin, néphrologue, co-auteur avec le député Alain Claes d'un rapport parlementaire publié en l'an 2000 sur le clonage, la thérapie cellulaire et l'utilisation thérapeutique des cellules souches embryonnaires. Vous avez été membre plusieurs années du Comité consultatif national d'éthique. Vous avez également fait un rapport sur l'évolution de la loi de 1994 en 1999. Et puis, vous êtes aussi président de l'Institut Curie. Certains de nos téléspectateurs le savent, mais ça n'est pas à ce titre, précisons-le, que vous vous exprimerez ce soir sur ce plateau. À vos côtés, Emmanuel Hirsch, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'éthique à la faculté de médecine Paris-Sud. En face de vous, Dominique Folscheid, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris-Est et Sandrine de Montgolfier, une femme tout de même. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne des sciences de la vie et de la santé et de la bioéthique. Et puis pour terminer ce tour de table avec nous ce soir, Tugdual Derville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué général de l'Alliance pour les droits de la vie et c'est avec vous que nous avons préparé cette émission en faisant appel à votre expertise de ces questions qui vient notamment du travail d'écoute et d'accueil que vous faites des couples confrontés à l'infertilité ou de ceux qui sont en détresse. Par exemple, à l'occasion du dépistage d'un problème chez l'enfant à naître et donc qui sont confrontés à la question de l'interruption médicale de grossesse. Avec vous tous sur ce plateau, nous allons non pas essayer de faire le tour exhaustif des enjeux liés aux différents chapitres de cette loi, mais de soulever au moins quelques-unes des questions qui méritent de la part de chaque citoyen une réflexion approfondie. Un mot d'abord sur la bioéthique, un mot qui peut sembler complexe pour ne pas dire barbare. La bioéthique, c'est en fait l'ensemble des questions éthiques ou morales qui sont soulevées par les avancées de la médecine et des sciences biomédicales. Alors, la loi sur laquelle le gouvernement travaille et les parlementaires travaillent est appelée à évoquer un certain nombre de questions. Et elles sont nombreuses, ces questions. D'abord, la recherche sur l'embryon et les cellules souches, les prélèvements et greffes d'organes, de tissus et de cellules, la recherche biomédicale et l'expression du consentement, l'indisponibilité du corps humain, l'assistance médicale à la procréation et l'anonymat du don, éventuellement la maternité pour autrui, la médecine prédictive et les tests génétiques, et puis le DPN et le DPI, diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire. Alors David, c'est vrai que quand on le dit comme ça, d'abord on comprend pas tout, il y a beaucoup de mots très compliqués. Et puis surtout, on a l'impression de s'attaquer à des sujets extrêmement scientifiques, complexes, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais qui nous semblent être réservés à des grands spécialistes. Et pour autant, chacun peut avoir sur ces questions une réflexion légitime dès lors qu'on comprend que derrière chacune d'entre elles se trouvent en réalité des enjeux, des questions profondément humaines qui sont en jeu. Donc derrière ces différents intitulés, et c'est d'ailleurs l'expérience qu'a vécue notre reporter Frédéric Jakovlev. Philippine, c'est cette petite fille de 9 ans. Un corps d'enfant et un cerveau de nouveau-né d'à peine 4 mois. J'ai les mains qui sentent le poireau. Philippine est presque aveugle et pourtant ce qui frappe, c'est son regard. Une sorte d'acuité qui pousse l'étranger à se remettre sans cesse en question. Comment lui parler? Faut-il la toucher, l'embrasser? Que lui dire? Philippine renvoie à chacun ses propres peurs, ses angoisses par rapport au handicap, à l'inconnu. Avec elle, on ne triche pas. Elle ne parle pas, entend à peine, elle est là simplement. On comprend vite avec Philippine qu'il faut apprendre à donner sans jamais recevoir, à aimer gratuitement. Philippine ne dira pas un mot et pourtant son témoignage a plus de force que n'importe quel évangile. Ouais, je trouve qu'elle a des jolis yeux en amande. Elle a un joli nez, une jolie bouche. Et en même temps, elle a cette déformation du crâne, elle a une toute petite tête.
du fait que son cerveau est mal formé. Cette déformation, je ne peux pas m'empêcher de la voir aussi. Qu'à la fois elle est belle et à la fois quand même elle est marquée. Enfin, donc c'est les deux. Mais moi je la trouve belle, ça c'est sûr. Et puis en plus elle est assez expressive. Même si elle voit pas, on a l'impression qu'elle regarde. Ses yeux font pas perdus. Ouais, elle est jolie. Elle ressemble à son papa. Ouais. Un petit peu à moi aussi, cocotte. Damien et Sophie sont les parents de Philippine. Ils m'ont accueilli dans leur maison du Cotentin pour tourner ce reportage. Sans doute trop ému à essayer de comprendre qui était leur petite fille, j'ai effacé bêtement la moitié des images. Restent ces quelques plans où transparaît le quotidien d'une famille normale, que chacun s'accorde à trouver hors norme. Hors norme parce qu'ils ont accepté de donner la vie à cette petite fille qui ne méritait pas de vivre. Mais qu'est-ce que la normalité ? Sans un mot, Philippine nous pose cette question. Sa maman, Sophie, lui a donné la vie 2 fois. Lorsqu'elle était enceinte, un médecin qui décèle le handicap de Philippine lui conseille d'avorter. Sophie s'y refuse. 9 ans plus tard, la petite fille est là, bien vivante. Elle est pourtant un cas d'exception d'euthanasie. Un terme juridique qui permet à un juge d'abandonner les poursuites si ses parents décidaient de mettre fin à ses jours. Philippine n'appartiendrait donc pas à l'espèce humaine, à peine un animal ou une plante. Des souris. Ah oui. Chaque soir, chaque matin, Damien et Sophie répètent ces mêmes gestes. Philippine est encore un bébé d'une 15aine de kilos. Très fragile, elle peut mourir dans quelques mois, quelques années. Damien et Sophie n'évacuent pas la difficulté à élever un enfant handicapé. Ils souffrent, craquent, se plaignent. Ils sont comme tout le monde. Que mademoiselle a 9 ans et quoi, il faut une demi-heure pour la lever le matin, puis un peu moins pour la coucher quand même. Mais au moins c'est du temps qu'on passe avec elle. Hein, peut-être. C'est vrai qu'il y a des jours où on n'a pas envie de le faire. Hein? Il reste peu d'images de ce tournage. T'es contente en fait. Mais il reste Philippine. T'aimes bien qu'on s'occupe de toi. Une petite fille qui sourit à son père, l'amour malgré tout. Il reste aussi des questions. Chaque nuit, Philippine dort dans cette coque, les pieds liés, incapable du moindre mouvement. Ce sont ces images sans doute qui choquent la société. Comment infliger cela à un enfant ? La vie de Philippine vaut-elle le prix de cette souffrance ? Les jambes écartées. Encore une fois, toutes ces questions cachent la peur. Peur d'affronter la souffrance, l'imparfait, peur de s'avouer vaincu, peur de ne pas maîtriser. Pas faire d'euros. T'as pas appelé qu'un soit papa. Car c'est cela finalement la bioéthique. La surpuissance de l'homme qui cherche à produire une société parfaite, sans tare. C'est cette idée qui révolte Sophie, la maman de Philippine. Elle est enceinte de 5 mois, a fait le choix de ne plus faire d'échographie. Être parent, c'est accepter que l'on ne maîtrise pas tout, que son enfant peut être imparfait, et cela dès la conception. Sophie a compris cela il y a bien longtemps, grâce à Philippine sans doute. Témoin involontaire de ce qu'il reste à l'homme, d'humanité. C'est en cela que Philippine nous parle, en cela qu'elle reste indispensable. Voilà pour cette très belle illustration de la densité humaine de ces questions qui touchent donc chacun d'entre nous et pas seulement des spécialistes. Le gouvernement, on l'a dit, a donc lancé un vaste processus de consultation pour arriver à la révision des lois de bioéthique en 2010. On a beaucoup entendu parler des états généraux avec des réunions publiques qui ont lieu en France et 3 forums citoyens régionaux, notamment le 9 juin à Marseille, le 11 juin à Rennes et le 16 juin à Strasbourg. Parallèlement à cela, les députés et sénateurs auditionnent nombre d'experts pour faire le bilan de la loi actuelle et qui date de 2004.